Emmanuelle Wargon, bonjour. Bonjour. Ministre délégué du logement, avec vous on va faire un tour d'horizon de l'actualité, la construction, mais également la rénovation et bien sûr les nouveautés en matière d'immobilier. Mais tout d'abord, en tant que ministre du logement, j'imagine, et en plus dans cette période de crise sanitaire où avoir un toit est très important, en matière d'hébergement, et notamment on pense aux sans-abri, où en êtes-vous? Quel est l'état de la mobilisation du gouvernement dans le domaine? Vous savez, on s'est engagé à une mobilisation sans précédent pour cette question, puisque c'est déjà difficile en temps normal et en période de confinement ou de couvre-feu encore plus. On a ouvert environ 200 000 places, c'est un record historique, on n'a jamais ouvert autant de places pour les personnes qui n'ont pas de domicile et qui cherchent un endroit où dormir. C'est environ 60 000 places de plus qu'au début de l'année. Malgré ça, on a toujours, malheureusement, encore des personnes à la rue, donc on continue à ouvrir des places. On continue aussi les maraudes pour aller à la rencontre de ces personnes et leur proposer un hébergement. Et après, tout notre enjeu, ça va être de transformer ces places qui sont des places provisoires en centres d'hébergement ou en hôtels, en vrais logements, ce qui veut dire construire plus de logements et de logements sociaux et améliorer les passerelles entre ce monde de l'hébergement qui est le monde de la mise à l'abri et le monde du vrai logement, puisque personne ne veut être hébergé, chacun souhaite, et c'est bien normal, avoir accès à un vrai logement. Alors effectivement, on évoque souvent aussi le chiffre de 4 millions de personnes en France qui souffrent, selon la Fondation Abbé Pierre, de mal logement. Alors évidemment, à des degrés divers. La France qui manque toujours de logements, et on est dans une période où, entre la baisse des permis de construire, la chute des mises en chantier, on a du mal à construire des nouveaux logements en France, et on a le sentiment qu'il y a une volonté stratégique du gouvernement de mettre le cap véritablement sur la rénovation. Ce sont des milliards d'euros qui sont mis sur la rénovation, qui est très importante, et beaucoup moins sur la construction. Est-ce que la construction est tout de même l'une des priorités de l'année 2021 ? Oui, absolument. Moi, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne s'intéresse que à la rénovation. On s'intéresse vraiment aux deux, à la rénovation d'un côté et à la construction de l'autre. À la construction et au fait d'avoir plus d'appartements et de maisons disponibles sur le marché. Côté construction, on a fait beaucoup. Moi, je me suis attachée d'abord à redonner de la visibilité sur les aides fiscales. Aides fiscales pour les personnes qui sont en accession à la propriété pour elles-mêmes, c'est le prêt à taux zéro, et aides fiscales pour les investisseurs, ce sont les dispositifs Pinel qui ont été prolongés non seulement en 2022, mais même en 2023 et 2024. Et puis il y a aussi une aide aux maires qui construisent, et un fonds pour réhabiliter les friches industrielles sur lesquelles on a des opportunités de construction. Et j'ai signé un pacte pour la relance de la construction durable avec les grandes associations de collectivités locales, les promoteurs, etc., qui va permettre, j'espère, de relancer. D'ailleurs, les derniers chiffres de permis de construire sont meilleurs, les chiffres de novembre. On se retrouve à un niveau de permis de construire mensuel comparable à ce qui était avant la crise. Donc là, il y a un léger rebond dans le domaine, c'est ça? Oui, il y a plus même qu'un léger rebond. On sent que côté autorisation, ça veut dire que les maires ont entendu cet appel, les permis de construire ont repris. En mise en chantier, on est encore en retard, et puis le retard des mois de confinement, on aura du mal à le rattraper, mais au moins en tendance annuelle, on va revenir à la tendance d'avant la crise. Après, c'est aussi beaucoup un sujet localisé, les besoins de logement. Il est très fort à Paris et en Île-de-France et dans certaines grandes métropoles, mais ça ne concerne pas toute la France parce qu'il y a quand même heureusement beaucoup d'endroits où l'offre et la demande s'équilibrent bien. Oui, quand je vous disais la construction moins que la rénovation, c'était simplement par rapport aussi aux chiffres. C'est 6 milliards d'euros du plan de relance en faveur de la rénovation, 650 millions pour la construction. Alors, vous voulez inciter en fait les maires qui sont potentiellement des ministres des logements, c'est eux qui ont le permis de construire dans leur ville, à les inciter à de plus en plus délivrer de permis de construire, en tout cas à construire là où sont véritablement les besoins. Oui, alors d'abord, il ne faut pas seulement comparer les chiffres du plan de relance entre eux, mais aussi tout ce qu'on fait dans la loi de finances elle-même, puisque finalement c'est le budget de l'État qui porte les dépenses de l'État. Et en prolongeant le prêt à taux zéro, en prolongeant les aides Pinel, on remet aussi plusieurs milliards sur la table pour la construction neuve. Après,
vous avez raison, les permis de construire, c'est une compétence des maires. Et donc, c'est à eux de décider ce qui est bien pour leur commune et c'est à eux de voir comment développer leur commune. Moi, je leur ai passé un appel et je suis en discussion avec eux très régulière pour leur dire on a toujours besoin de logements, notamment dans les zones tendues, donc il faut continuer à construire et à trouver la bonne densité. Il existe une densité qui est acceptable parce qu'on fait d'un côté des immeubles, de l'autre des espaces verts. Tout ceci se relie avec des réseaux de transport en commun. On construit et on aménage avec à la fois des logements, des bureaux et des services et des commerces. Et du coup, ça fait des quartiers agréables à vivre qui ne sont pas oppressants. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et pour sortir des logements de terre, on a besoin aussi des investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Mais on a le sentiment que ça ne décolle pas véritablement, en tout cas notamment le dispositif Pinel. Est-ce qu'il y aura un dispositif d'investissement locatif Wargon, peut-être pour inciter davantage à investir pour le logement, ce qui serait bon aussi pour l'économie et bon pour l'emploi derrière? Alors d'abord, les aides Pinel, elles marchent très bien et donc les investisseurs privés s'en sont largement saisis. C'est pas ce que disent la Fédération des promoteurs. La Fédération des promoteurs, avec laquelle je discute régulièrement, souhaitait qu'on maintienne ce système des aides Pinel. Ils disent qu'en fait, ça a justement, du mal à décoller. Ouais. Parce qu'ils étaient attachés à la fois à ce système et puis à la visibilité et à la pérennité. Et donc moi je pense que c'est important d'avoir des systèmes qui durent dans le temps, donc je ne suis pas du tout attachée forcément à laisser mon nom à une aide fiscale particulière. Et puis là où vous avez raison, c'est qu'on a besoin des investisseurs personnels, individuels, des gens qui souhaitent investir leurs économies dans de l'immobilier locatif qui va faire un rendement et peut-être un jour une retraite. On a aussi besoin des investisseurs institutionnels. Et les investisseurs institutionnels, ils se sont, sur longue période, un peu détournés de l'investissement dans l'immobilier de logement, préférant plutôt le bureau, réputé plus sûr. Et là, on est en train de voir le retour de ces investisseurs institutionnels, à la fois sur un segment que moi je trouve intéressant qui s'appelle le logement intermédiaire, sur lequel il y a des aides fiscales pour les institutionnels avec une modération de loyer à la clé, et aussi sur le logement libre. Et puis on voit aussi, et ça c'est encourageant, des opérations de transformation de bureaux en logements commencer à se mettre en place, parce que finalement, économiquement, dans la période, ça peut avoir du sens. Et donc c'est pour ça que je dis que moi, mon objectif, c'est à la fois de construire et de mettre à disposition plus de logements, soit que ce soit des logements vacants que les propriétaires remettent sur le marché, soit que ce soit des bureaux qu'on transforme en logements parce qu'on a besoin d'augmenter l'offre. Et puis, construire moins cher aussi, ça passe par la maîtrise foncière. Comment produire du logement abordable en France? Est-ce qu'on peut faire baisser les prix de l'immobilier et le prix des logements? Alors, d'abord, une manière de faire du logement abordable, c'est de faire du logement social. On ne produit pas assez de logements sociaux en France. On a 2 millions de demandeurs en instance. Et vous savez, environ 70% des Français sont éligibles au logement social. Donc une bonne manière de faire, c'est de faire du logement social, puisque là, les loyers, par définition, sont modérés. C'est le principe même, c'est la définition. Après, on est en train de travailler avec un député qui s'appelle Jean-Luc Laglaise, qui a rendu un rapport sur le sujet, à comment est-ce qu'on maîtrise les prix du foncier, donc les prix de sortie. Et c'est vrai que sur les opérations qui sont cofinancées ou portées par des établissements publics d'État, qui sont des établissements publics d'aménagement, il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes dans lesquels, parce qu'il y a une aide de l'État ou un portage du foncier de l'État à un moment, on s'engage sur des prix de sortie qui sont des prix de sortie maîtrisés, parce qu'effectivement, on a besoin de logements abordables. Et donc, c'est toute cette gamme, le logement social, le logement intermédiaire, le logement libre, mais dans des opérations dans lesquelles les promoteurs se sont engagés sur la maîtrise des prix, qui doit pouvoir nous aider à régler le problème. Oui, parce que les prix des terrains ont été multipliés par 3 en l'espace quasiment de 20 ans. Donc là-dessus, vous dites qu'il y a des maîtrises, en tout cas, de prix au niveau du foncier possible. On sait que c'est mené dans certaines localités. C'est quelque chose qui pourrait, en tout cas, se généraliser. C'est possible ? Oui, je pense à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux, qui l'a fait dans ses grandes opérations et dont le directeur général devient maintenant le directeur général de l'établissement public d'aménagement du Grand Paris, Stéphane Defailly. Et c'est des discussions qu'on a avec lui, mais aussi avec nos établissements publics fonciers, pour voir comment, à chaque fois que l'État est engagé dans une opération, il peut y avoir sous une contrepartie, sous une forme ou sous une autre, de maîtrise des prix d'entrée et donc des prix de sortie. Construire, vous le disiez aussi, de façon plus écologique, 2021 marque l'entrée en vigueur de la norme RE 2020 ou RE 2020 comme disent certains. C'est la réglementation environnementale qui va remplacer la RT 2012.
Et beaucoup de fédérations, des promoteurs, du bâtiment, des artisans, dans une lettre commune, disent qu'en fait, ils estiment que juillet 2021, où c'est en fait l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation environnementale, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'ils trouvent aussi qu'il y a beaucoup de contraintes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut attendre et reporter de nouveau en fait cette RE 2020, RE 2020 qui devait déjà démarrer en janvier? Ou est-ce que vous dites non, on ne peut pas attendre parce qu'il y a une urgence climatique aussi qui n'attend pas? Cette norme, elle est attendue. La précédente date de 2012. Elle était en fait conçue en 2012 et appliquée en 2013. Là, on voit bien qu'on est dans des circonstances exceptionnelles. L'année 2020 a été une année dans laquelle on a été tous très inquiets pour la construction, le bâtiment, l'immobilier. Elle se termine d'ailleurs pas si mal cette année 2020. Le bâtiment nous dit que les entreprises du bâtiment ont maintenu l'emploi, que la perte de chiffre d'affaires est de l'ordre de 15%, ce qui est significatif, mais on a cru que ce serait pire. Les transactions immobilières se sont maintenues. Donc maintenant, on a besoin d'avancer et d'aller vers une réglementation nouvelle dans laquelle les économies d'énergie seront importantes. Parce que pour tenir notre trajectoire climatique, vous savez, le bâtiment, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on ne tiendra pas notre part de l'accord de Paris, on ne tiendra pas notre trajectoire si on ne réduit pas les émissions du bâtiment. Et la construction du bâtiment fait 60% des émissions dans le bâtiment. C'est le process de construction lui-même qui consomme, et pas que l'exploitation, la gestion, le chauffage, l'électricité à l'intérieur d'un bâtiment existant. Après, donc moi, je suis... Cette RE 2020, en fait, elle verra le jour en juillet 2021. La date ça vous êtes, fixée pour l'instant, c'est juillet 2021. Et ce que j'allais vous dire, c'est que moi, je suis très à l'écoute des professionnels. Je les vois très souvent parce que je considère que c'est un ministère qui doit construire avec les professionnels, construire pour le ministère du Logement, mais comme tous les ministères. Et je suis aussi assez pragmatique. Donc, je suis ouverte à un certain nombre d'ajustements. Mais après, l'ambition est là, il faut que cette norme sorte. Donc, il faut qu'elle sorte en 2021. À ce stade, on a dit été 2021. Alors, qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent construire plus écologique, d'accord, tout le monde est d'accord, mais il y a une réalité économique. Vouloir des nouvelles normes, réglementation environnementale, est-ce que ça ne risque pas, en fait, au final, de coûter cher pour l'acquéreur, de coûter plus cher? D'abord, ça coûte cher à la planète à chaque fois qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment moins dans le process de construction et qui consomment moins en gestion. Et ça sera des économies aussi pour les propriétaires. La norme, quand elle va rentrer en vigueur, elle posera comme base 30% de consommation énergétique pour le chauffage de moins que la norme précédente. Après, comme à chaque nouvelle norme, les professionnels nous disent que ça va augmenter très significativement le coût de la construction et donc le coût final pour l'acquéreur. Et puis, ex post, quand on fait le bilan, on se rend compte que finalement, il y a une industrialisation des processus de construction et que du coup, cette augmentation, elle est soit nulle, soit modérée. En tout cas, c'est ce qui s'était passé pour la norme de 2012. Donc, pas d'inquiétude pour vous dans le domaine. Oui, c'est un sujet de vigilance, parce qu'on est dans une période particulière. On est dans une période dans laquelle le bâtiment a traversé des tempêtes cette année, comme tous les secteurs économiques. On est dans une période de crise, on est dans une période encore d'incertitude très forte à cause du Covid. Donc, c'est un sujet que je ne prends pas du tout à la légère. Je pense qu'il faut être vigilant, mais je crois aussi que, comme à chaque entrée en vigueur de nouvelles normes, quand on fera le bilan, si on trouve le bon équilibre dans cette norme, on n'aura pas d'augmentation massive des coûts de la construction. En tout cas, ça fait partie de nos paramètres pour ajuster jusqu'à la dernière minute les différents réglages de cette norme. Et puis, vous souhaitez bien sûr lutter contre les passoires thermiques. Il y en a près de 5 millions en France, avec les fameuses étiquettes F et G. Donc, ça va passer par des interdictions à la location d'ici quelques années. Ça vous le confirmez peut-être, notamment 2028. Là, pour l'instant, on est plus dans l'incitation, mais il pourrait y avoir une interdiction de louer des passoires thermiques d'ici quelques années. Il y a 4,8 millions de passoires thermiques en France. Et notre objectif, et c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de les éradiquer le plus vite possible, c'est-à-dire de faire le plus vite possible les travaux de rénovation en priorité dans ces logements. Donc l'orientation que nous prenons, et qui devrait être celle du projet de loi du gouvernement suite à la Convention citoyenne, c'est de proposer une interdiction à la location des passoires thermiques à compter de 2028, en partant de la définition de ce qu'est un logement décent.
Mettre un logement en location, ça veut dire une activité commerciale rémunérée, parfaitement honorable, bien sûr. Et cette activité nécessite que le logement soit considéré comme acceptable ou décent. Aujourd'hui, un logement décent, c'est un logement qui fait plus de 9 mètres carrés, qui a un point d'eau et une fenêtre. Demain, on va rajouter un critère énergétique pour dire qu'un logement est décent si quand vous le chauffez, vous ne chauffez pas plus l'extérieur que l'intérieur. Donc si ça n'est pas une passoire thermique. Mais c'est pour 2028 et nous souhaitons aussi améliorer encore les aides à la rénovation des passoires thermiques, à la fois dans leur montant et dans leur simplicité. Et donc je lancerai très prochainement une task force là-dessus avec l'objectif de proposer un système encore plus simple dans les 2 prochains mois qu'on pourra mettre en place fin 2021, début 2022, pour accompagner les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants de passoires thermiques et traiter toutes ces passoires thermiques entre maintenant et la fin de la décennie. Et d'ailleurs, vous incitez les particuliers à rénover, c'est un enjeu qui est majeur avec MaPrimeRénov', qui est l'une des nouveautés 2021. On peut rappeler le principe et puis est-ce que ça marche? Oui, alors MaPrimeRénov', on l'a ouvert au 1er janvier 2020. Et au 1er janvier 2020, on avait un objectif de 150 000 à 200 000 primes demandées cette année. Et ça, c'était au 1er janvier 2020, donc avant qu'on entende parler d'un virus venant de Chine. Finalement, on va être autour de 190 000 primes demandées cette année, donc c'est vraiment un très très beau résultat dans une période de crise sanitaire. Ça montre l'intérêt des Français pour la rénovation. Et l'année prochaine, on améliore MaPrimeRénov'. On l'ouvre à tous les propriétaires, quel que soit leur niveau de revenu, et qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. Cette année, on ouvre 2021. aussi MaPrimeRénov' à la copropriété, oui, au 1er janvier 2021. Oui. Le site ouvre le 11 janvier prochain, les nouvelles fonctionnalités du site internet maprimerenov.gouv.fr. Mais pour les propriétaires bailleurs, c'est décalé dans le temps. Alors pour les propriétaires bailleurs, ils sont éligibles à compter du 1er janvier, donc les devis, les travaux faits au premier semestre, mais le site lui-même n'ouvrira qu'au 1er juillet pour les propriétaires bailleurs. En revanche, pour les occupants et pour toutes les copropriétés, puisque maintenant, on va traiter la demande par copropriété et pas par lot. Donc concrètement, une copropriété veut faire des travaux, c'est la copropriété elle-même qui est aidée. Donc on aidera d'un coup 20 appartements ou 30 ou 50 en fonction de la taille de la copropriété. Et tout ça, ça démarre le 11 janvier. Pour les bailleurs, ils peuvent commencer dès maintenant, mais il sera possible de déposer formellement son dossier en ligne à partir de juillet. Bon, plus de bugs et tout a été bien remis. Et l'objectif, c'est 500 000. Oui, l'objectif, c'est entre 400 et 500 000 MaPrimeRénov' en 2021. Donc c'est très ambitieux. Autre nouveauté 2021, alors c'est le calcul des APL, aide personnalisée au logement. Là-dessus, donc on ajuste, on prend en temps réel les revenus, on n'attend pas, on ne regarde pas 2 ans en arrière. Oui, pour les aides au logement, on avait une espèce de bizarrerie historique qui était qu'on regardait les revenus de l'année N-2. Donc au 1er janvier 2021, on regardait les revenus de l'année 2019 qui, du coup, faisaient les APL de toute l'année 2021. Or, les gens changent de situation. Et donc, la volonté qui était la mienne, c'était d'ajuster les aides au logement aux derniers revenus disponibles. Donc c'est ce qu'on fait à compter du 1er janvier. On calculera les APL sur la base du dernier revenu disponible, c'est-à-dire les 12 derniers mois connus, donc en gros les 12 derniers mois de l'année précédente. Bon. Et ce calcul se refait tous les trimestres, ce qui permet de mieux lisser les évolutions dans le temps. Et on n'a pas le recul suffisant, on ne sait pas s'il y aura des gagnants, des perdants, notamment pour non, les étudiants. C'est trop tôt encore. C'est trop tôt. L'encadrement des loyers, après Paris et Lille, en fait, c'est autour de Lyon, de Villeurbanne, de Bordeaux, de Montpellier, de quelques villes de pleine commune en région parisienne, de demander l'encadrement des loyers. On sait que des investisseurs ont préféré se détourner de l'investissement classique pour aller vers, on va dire, des locations touristiques saisonnières type Airbnb ou Abritel, ce qui enlève en fait des logements aux habitants, aux étudiants. Est-ce qu'il faut revoir toutes ces autorisations, le nombre de jours? Quelle est votre position par rapport à ces locations, ces plateformes de location touristique saisonnière? En ce qui concerne l'encadrement des loyers, moi j'y suis favorable. L'encadrement des loyers, ça veut juste dire que les loyers ne peuvent pas augmenter de façon exponentielle dans les marchés dans lesquels il y a eu un écart très important entre l'offre et la demande. Donc, éviter les abus. Oui. Pour éviter les abus et éviter les bulles en fait, de croissance qui s'auto-alimentent.
Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui vraiment décourage les propriétaires de mettre en location dans ces grandes villes. Et par ailleurs, c'est une expérimentation qui sera évaluée à Paris, à Lille et pour les métropoles qui rentrent, vous les avez citées, Montpellier, Bordeaux, Lyon. Ce sera effectif pour ces villes-là dès cette année, année 2021? Elles avaient jusqu'à fin de l'année dernière pour candidater. Ensuite, il faut qu'on analyse leur dossier de candidature parce qu'il y a un certain nombre de critères assez stricts. Et donc, elles vont être autorisées progressivement les unes après les autres si elles remplissent les critères. Donc oui, au courant du premier semestre de cette année. Après, sur les plateformes, je pense que le sujet, c'est pas tellement les personnes qui mettent en location leur résidence principale de façon ponctuelle pour un week-end, pour quelques jours, quand les gens s'absentent. C'est le fait qu'on ait finalement des biens qui soient devenus de la location professionnelle de très courte durée. Et ça, la loi Elan a permis pas mal d'encadrement qui est en train d'être mis en place. Et donc, je pense que les décrets d'application de la loi Elan, là-dessus, qui sont en train de sortir, et l'application de ces décrets par les grandes plateformes, ça devrait vraiment permettre de régler le problème pour ne pas avoir artificiellement un marché immobilier dans lequel il y a des biens qui ne vont que à la location de très courte durée, alors que c'est des biens qui ne sont jamais occupés par leurs propriétaires et qui devraient être loués normalement à des salariés, à des étudiants ou autres. Mais donc, a priori, vous n'êtes pas pour modifier, en tout cas les règles pour l'instant, des 120 jours pour la résidence principale, la possibilité de le mettre en location, son logement. Vous ne souhaitez pas changer en fait, certains 120 pays jours, c'est pour la résidence principale. Oui, oui. Et donc, quand vous louez votre résidence principale, si vous la louez un peu plus, un peu moins, ça n'a pas d'impact sur est-ce que vous mettez l'appartement ou la maison en location vraiment pour quelqu'un qui cherche lui-même ou elle-même une résidence principale. Le sujet, c'est la sortie du marché de biens qui devraient être loués classiquement et qui sont loués en multitude de locations de courte durée. Et ça, les règles déjà mises en place par la loi Elan, il manquait des décrets qui sont en train de sortir, je pense, si les plateformes les appliquent, sont de nature à régler le problème. Donc je pense que les 120 jours, ce n'est pas la vraie question posée sur ces plateformes. Mais l'une des réponses, ça devait être le bail mobilité. Et en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ce bail mobilité. Peut-être qu'il n'est pas assez connu, ce bail mobilité, et donc il faut en faire plus la promotion. Mais après, c'est aussi la restriction du fait qu'on n'est pas censé louer en Airbnb ou autre équivalent une résidence secondaire en multipliant. En tout cas, un certain nombre de villes ont réglementé là-dessus et il faut que cette réglementation s'applique. À propos de location, et en cette période de crise sanitaire, économique et sociale, quelle est l'ampleur des impayés, des loyers impayés dans le privé? Vous avez justement créé un observatoire des impayés de loyers et de charges. Où en est-on aujourd'hui? Moi, ça m'a semblé très important de créer cet observatoire parce que on était alerté par de nombreuses parties prenantes, des associations de locataires, des syndicats, et on n'y voyait pas très clair. Donc j'ai demandé à tous ceux qui ont des données sur le sujet de se regrouper et qu'on soit en capacité d'analyser ensemble toutes les données, toutes les remontées, toutes les alertes disponibles. On a fait 2 réunions sous format observatoire, la dernière en décembre. Il en ressort qu'il n'y a pas d'explosion d'impayés de loyer, ça, nulle part, ni chez les bailleurs sociaux, ni chez les propriétaires privés. Les confédérations de locataires nous disent la même chose. En revanche, il y a des signes de fragilité, notamment le nombre de dossiers d'impayés de loyer qui est à peu près stable. Les impayés s'aggravent et les gens qui sont en impayés mettent plus de temps avant d'être en capacité de payer les loyers dus. Donc c'est très important de continuer à suivre. En fait, il y a beaucoup d'aides existantes, des aides d'Action Logement, et Action Logement les a renforcées à ma demande, des aides locales, des fonds départementaux. Des aides locales à plusieurs vitesses. Il y a des bailleurs sociaux qui le font, qui aident, et d'autres pas. Alors, donc, Action Logement, c'est une aide universelle pour tous les salariés. D'accord. Elle était de 150 € 2 mois maximum, elle est passée à 6 mois maximum, les conditions d'éligibilité ont été élargies. Après, certains bailleurs sociaux font eux-mêmes des aides ou pas, mais surtout, il existe ce qu'on appelle les FSL, les fonds de solidarité logement, qui sont des fonds départementaux, et chaque département a sa doctrine d'emploi. Donc on a engagé un dialogue avec les départements pour qu'ils partagent les bonnes pratiques d'ouverture et d'amélioration de ces fonds, pour que si on sent une vague monter, les fonds départementaux puissent être en première ligne pour contenir la vague. Et s'il y a besoin de refinancer ces fonds et d'argent d'État, moi je suis ouverte à ce qu'on ait cette discussion. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais au moins on s'est mis en état de le voir arriver si ça se produit.
Pour terminer, Emmanuelle Wargon, puisqu'on parle aussi beaucoup de dialogue et de concertation, quels sont les principaux défis auxquels la ville de demain doit pouvoir apporter des réponses? Ils sont très importants parce qu'en fait, il faut concilier le besoin de logement à proximité de l'activité économique et la volonté, le besoin d'avoir accès à de l'espace extérieur, des jardins, des parcs, une qualité de vie correcte et pas de sentiment d'une densité trop forte. Donc il y a une demande à la fois de services, de commerce, de proximité, d'activité économique et une demande d'espace, d'ouverture, de pas trop grande densité. Je pense qu'on est en capacité d'y répondre avec une vision de la ville de demain. Et moi, ça fait partie de mes objectifs 2021 que de proposer, de construire, proposer aux urbanistes, aux architectes, aux promoteurs, aux associations de locataires, aux citoyens, aux élus locaux, de partager une vision de la ville de demain, sachant qu'il n'y a pas une vision et une ville de demain. Il y a les centres-villes, il y a les très grandes métropoles, il y a les villes moyennes, il y a les bourgs ruraux, il y a la ruralité complète. Et à chacune de ces échelles, à chacun de ces endroits en France, il existe une solution. La solution, elle est aussi beaucoup dans la mixité sociale et mixité des fonctions. Pas que du logement, ou pas que du bureau, ou pas que du centre commercial, mais à chaque fois un mélange. Et toujours relié par des transports en commun ou avec une alternative à la voiture individuelle. En fait, il faut qu'on invente ce modèle d'aménagement du territoire pour sortir du modèle des années 70-80, des centres-villes, des villes périphériques, des villes nouvelles, des grandes zones commerciales, et tout ça relié par des autoroutes et des départementales. Vous êtes contre l'étalement urbain, mais en fait construire aussi différemment, peut-être mieux réutiliser l'existant. Cela passe par l'urbanisme transitoire, l'urbanisme circulaire. C'est vraiment ce sens, cette voie-là? L'étalement urbain, c'est une impasse. On artificialise, donc on urbanise l'équivalent d'un département français tous les 10 ans. C'est trop. On a un taux d'artificialisation de nos terres, de nos sols qui est bien supérieur à nos voisins, bien supérieur à l'Allemagne, bien supérieur à l'Angleterre. Et donc, on doit pouvoir avoir des zones dans lesquelles on construit avec le bon nombre de services et aussi la possibilité de retrouver du lien social, et des zones qu'on préserve, qui sont des zones qu'il faut qu'on maintienne naturelles ou qu'on rende à la nature. Et effectivement, ça passe par réutiliser ces espaces tampons, morts, qui ont été industrialisés ou artificialisés à un moment et qui sont en fait des espèces de no man's land. Donc oui, ça passe par de l'urbanisme transitoire, ça passe aussi par des projets sur ces friches. Et c'est la raison pour laquelle on met 300 millions sur un fonds friche pour financer des activités, de la construction, de la réhabilitation dans des zones qui ont été construites et pour lesquelles en fait c'est plus cher de déconstruire et reconstruire que de partir de rien. Oui, et pour terminer, on le voit, la crise accélérateur de tendance, on a des citadins qui veulent de plus en plus de verre, mais tout en étant hyper connectés. C'est possible? Mais c'est surtout qu'il y a aussi besoin de proximité et de lien social. C'est-à-dire on a à la fois une demande de verdure, d'espace, que je comprends très bien, de mètres carrés, de jardin, et à la fois une demande de lien de voisinage, de proximité, de café, d'espace de coworking. Et donc, parce que la crise des Gilets jaunes, c'était aussi une crise de l'isolement, d'une certaine manière, de gens qui se sentent loin de tout. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier ce besoin d'espace et ce besoin de service et de lien social ? Et c'est en ça que je dis qu'il faut qu'on imagine tous comment habiter la France de demain. Emmanuelle Wargon, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.